Bonsoir, je suis ravie d'intervenir ici à l'Université de Genève sur ce beau sujet qui concerne les réseaux sociaux et la santé. Alors je vais tout d'abord essayer de placer les réseaux sociaux dans un contexte beaucoup plus général et essayer de montrer que ce qui se passe dans le domaine de la santé se passe sur l'ensemble, de la même manière dans l'ensemble des secteurs économiques. Alors tout d'abord, en introduction, on a souvent une approche technologique de la métamorphose numérique de nos sociétés et on pense tout de suite technologie. On pense Internet, on pense Big Data, on pense objets connectés. Et ce sont tous les ouvrages de Jeremy Rifkin. On parle souvent, pour la révolution digitale, de la troisième révolution, au même titre que l'imprimerie ou que la révolution industrielle au XIXe siècle. Ce qui va m'intéresser plus que cette vision technologique, c'est la vision de cette révolution numérique en tant qu'impact sur l'individu. Et en particulier, on peut se poser la question de ce que l'on appelle l'incapacitation, ou que les anglo-saxons appellent l'empowerment des individus avec le digital. Et donc là, simplement, on va constater que ce qui se passe dans le domaine de la santé se passe sur l'ensemble des secteurs économiques. On a eu sur les 25 dernières années de métamorphose numérique, il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui on est à un quart de siècle déjà de cette métamorphose numérique, donc il n'y a rien de vraiment nouveau, on est déjà dans un domaine que l'on connaît. Eh bien, dans ces 25 dernières années, il y a eu 4 grandes phases de l'incapacitation des individus que l'on retrouve dans tous les secteurs. La première période, c'est les années 90, donc là, c'est le démarrage de l'Internet. Les individus ont ce que l'on appelle une capacité de demande, c'est-à-dire qu'on peut aller sur un site web et on peut changer de site, on peut aller regarder l'information sur un site et ensuite changer de site. Donc c'est une faible capacité d'agir. Ensuite, naît Google, fin des années 90, naît Amazon, et donc les individus ont un accès à une information extrêmement large via Google. Et on passe à une capacité d'agir qui est cette capacité d'agir de l'économie de la contribution à la fin des années 90, début des années 2000, où se développent des blogs, des forums et des internautes qui vont mettre de l'information et fournir de l'information sur un certain nombre de supports technologiques. Milieu des années 2000 arrivent les fameux réseaux sociaux dont on va parler ce soir, Facebook, Twitter 2006, YouTube, qui accroissent cette capacité d'agir par non seulement les individus peuvent aller d'un site à l'autre, peuvent fournir de l'information, mais ils acquièrent une capacité qui est de partager massivement de la donnée, de l'information et tout type de données, du texte, de la vidéo et de la photo. Donc on est à l'ère de ce Massive Information Sharing qui est facilité aujourd'hui par la mobilité. On fait ça à n'importe quel moment avec son téléphone ou avec une tablette. On est passé aujourd'hui à la 4e phase de cette capacité d'agir des individus, avec des individus qui aujourd'hui ont les 3 premières capacités, mais en plus peuvent s'appuyer sur la foule pour résoudre un certain nombre de problèmes, voire même devenir acteurs économiques. C'est l'ère de l'économie collaborative, alors qui touche pour l'instant assez peu la médecine, mais probablement dans les années à venir. Et puis, 2e caractéristique de la période actuelle, un monde entouré d'objets connectés, et en particulier dans le domaine de la santé, qui fait que les individus vont mesurer un certain nombre de choses qui va faire que, en particulier dans la santé, on gagne en autonomie. Alors ça, c'est vrai de tous les secteurs économiques et c'est vrai de l'ensemble de cette révolution digitale. Donc si on regarde ce qui s'est passé, ces 4 phases, en particulier dans le domaine de la santé, eh bien on retrouve ces phases-là. Le début des années 90, se sont créés tout un tas de sites dans le domaine de la santé avec de l'information qu'on peut aller consulter. Donc il y a des pure players qui se sont créés et puis il y a des médias traditionnels qui se sont développés sur le net en créant des rubriques santé. 2e phase, l'économie de la contribution, donc début des années 2000, se créent à cette époque-là des communautés de patients. On sait bien que ces communautés de patients, on a ici un certain nombre d'exemples, Doctissimo qui est
en fait plutôt un forum qu'une vraie communauté au sens des autres communautés qu'on voit là, comme BePassion, Passions Like Me ou Karenity en France, qui regroupe des individus qui ont les mêmes pathologies et qui échangent de l'information et qui trouvent dans ces échanges d'informations un accompagnement, je dirais, dans leur maladie et dans les traitements qu'ils suivent. On a également, durant cette phase de l'économie de la contribution, donc la création de blogs et une prise de parole des patients, qu'on connaît maintenant, avec des personnes qui ont été atteintes d'un cancer, qui vont témoigner, parler sur Twitter ou sur Facebook ou sur leur propre blog. Enfin, la phase 3 des réseaux sociaux dont on va plus parler tout à l'heure, donc évidemment des pages Facebook qui se créent, des patients aussi atteints de pathologies qui vont parler sur Twitter. Et donc cette idée que cette information santé, on va la partager encore une fois massivement, puisque les réseaux sociaux ont une audience sur Twitter, un nombre de followers, sur Facebook, un certain nombre d'amis, mais s'il y a transmission virale de cette information, eh bien, on touche beaucoup plus d'individus. Et enfin, la phase 4, elle est intéressante, la phase 4 actuelle, où on s'appuie sur la foule, juste sur cet exemple que vous connaissez probablement, ce patient, Salvatore Iaconesi, qui a une tumeur au cerveau, auquel on a prédit quelques mois simplement de vie, et donc il n'a pas accepté je dirais, ce destin, et il a hacké ces radios, et il a créé un projet qui est devenu un projet maintenant mondial, qui s'appelle l'Acura. Il a fait appel à la foule pour essayer de prendre en main, je dirais, sa maladie, et d'essayer de voir partout dans le monde qui pouvait l'aider à s'en sortir. Donc ça, c'est un très beau projet d'un patient qui a une capacité d'agir qui s'appuie sur la foule. Alors aujourd'hui, on voit des choses émerger derrière tout ça. On voit des universités de patients, ça c'est à l'UPMC à Paris, des patients qui ont une telle capacité d'agir qu'on leur remet des diplômes. Alors ils ont des diplômes d'accompagnement, notamment des personnes atteintes de cancer. Et donc on voit apparaître ce type de phénomène aujourd'hui grâce à ces technologies. Et donc cette université des patients, c'est aussi un réseau qui se crée. Alors, ces réseaux sociaux, on les a étudiés dans le cadre de chaires. Donc, j'avais créé une première chaire entre 2011 et 2014 à l'Institut Mintelecom, qui regroupe un certain nombre d'écoles d'ingénieurs et d'écoles de management à Paris, où on s'est intéressé surtout au comportement des individus dans ces réseaux. Et cette chaire, je l'ai étendue cette année à des nouveaux réseaux où il y a à la fois des humains et des objets connectés, puisque tout objet devient connectable, et donc on est passé d'une ère de réseaux sociaux purs, c'est-à-dire des relations humain-humain, à aujourd'hui des réseaux dans lesquels on a à la fois des échanges entre humains, mais des échanges aussi entre des humains et des machines, et puis des échanges aussi entre machines. Et donc ça, c'est un ouvrage à droite dont la 3e édition sort le 18 novembre, très bientôt, dans laquelle on a effectivement mis en avant un certain nombre de nos recherches. Alors pourquoi on s'intéresse aux réseaux sociaux? Ça, c'est très banal. C'est évidemment parce qu'il y a un nombre d'utilisateurs extrêmement important. Là, vous avez des chiffres de janvier 2016, donc 7 milliards de population dans le monde et 3 milliards 4 d'utilisateurs, dont les 2 tiers sont évidemment sur les réseaux sociaux. Donc on s'intéresse à cette question en raison principalement de l'audience, et c'est ça ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors en santé, évidemment, il y a cette idée que l'utilisation de réseaux, elle permet de diffuser tout un tas d'informations sous différentes formes, du texte, de l'image, de la vidéo, de nature privée ou publique, ou personnelle ou professionnelle. Et ensuite, il y a cette idée aussi, on en parlera avec Twitter, que ces informations, elles sont en temps réel, elles sont disponibles 24 heures sur 24, et puis elles sont accessibles, évidemment, devant tout appareil. Alors, on parle beaucoup de Facebook, de Twitter, de ce qu'on appelle les réseaux publics en santé, mais je vais essayer de vous montrer qu'évidemment, il y a aussi d'autres réseaux intéressants dans ce domaine. Alors, en termes de relations patient-médecin, on peut s'intéresser au nouveau paradigme que posent ces réseaux sociaux, et ça, c'est évidemment toutes les théories qu'on a développées dans la chaire. On a regardé un certain nombre, je dirais, de changements. En particulier, c'est le changement le plus connu, ce sont les techniques de communication avec ces réseaux sociaux qui changent, mais c'est aussi la gestion de la relation généralement client dans les secteurs économiques, patient dans le domaine de la santé, qu'on verra tout à l'heure.
Alors, en termes de communication, pourquoi les réseaux sociaux dans le domaine de la santé sont intéressants? Eh bien, là aussi, comme dans tous les secteurs économiques, on a ce changement de manière de communiquer. Et je pense que nous aurons tout à l'heure des exemples très parlants par rapport à ça. C'est-à-dire, historiquement, comment on communique? Eh bien, on a toujours communiqué par ce que l'on appelle du paid media. Le paid media, c'est on achète de l'espace dans les médias, télé, radio, presse, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a toujours maîtrisé le message, acheté de l'espace et donc même mesurer l'audience dans ces techniques. Donc, on voit bien que ces techniques, elles sont banalisées, elles sont apprises dans toutes les universités et ce sont des types de communication qui sont généralement efficaces si on sait bien les faire. Ensuite, avec l'Internet, c'est développé une autre technique de communication au travers de sites web propriétaires ou de blogs propriétaires. C'est-à-dire là, on maîtrise toujours le message et on crée du contenu sur des sites ou sur des blogs. Et enfin, les réseaux sociaux, qui sont apparus au milieu des années 2000, ont modifié ces techniques de communication en simplement changeant, je dirais, la maîtrise du message, puisque là, effectivement, on a un message à communiquer, on va le mettre sur des plateformes, quelles qu'elles soient, Facebook, Twitter, YouTube, là où il y a des effets de réseau, je parlerai d'effets de réseau tout à l'heure importants. Et puis ensuite, quelque part, ça fonctionne tout seul. On a un mécanisme de viralisation, c'est-à-dire les individus vont diffuser cette information ou pas. Donc en santé, c'est quand même très intéressant dans le cadre évidemment de messages de prévention. Mais ce qui nous intéresse, c'est est-ce que ces réseaux ont vraiment de l'impact ? Alors, sur un tout autre domaine, je vous montre un exemple qu'on a vécu, nous, dans la chaire, parce qu'on avait un de nos partenaires industriels qui est SEM. Eh bien, vous avez ici une journaliste américaine qui s'appelle Oprah Winfrey, qui est très connue aux États-Unis, qui a beaucoup d'audience, et qui, sans intervention de l'entreprise SEB, eh bien, s'est prise en photo avec un produit que certains d'entre vous peut-être connaissent, ça s'appelle ActiFry de Tefal. C'est une friteuse qui fait des frites sans huile. Voilà. Et donc, ça a un impact sur la santé, puisque, évidemment, on mange, je dirais, plus sainement. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Oprah Winfrey? Une personne. Elle a fait un tweet à cette époque-là et elle dit juste « Cette machine, donc la marque américaine c'est Tefal, cette machine a changé ma vie ». Eh bien, le cours de l'action de l'entreprise SEB a pris 4%. Alors, vous pouvez dire, bon, c'est complètement contextuel, c'est pas du tout généralisé. Il y a eu un certain nombre d'articles de recherche publiés montrant l'impact des conversations sur Twitter sur un certain nombre, sur le cours des actions des grandes entreprises américaines. Et vous avez même des startups qui se sont créées pour analyser ces conversations qui sont utilisées à la City de New York. Donc on a vraiment un impact, on voit bien que ces conversations ne sont pas neutres et ont un impact. Alors dans le domaine de la santé, on a sur Twitter beaucoup d'acteurs qui sont présents et donc ces réseaux permettent aussi des communications d'un certain nombre d'acteurs. Donc vous avez évidemment aussi un certain lobbying des acteurs qui se fait auprès de ministres. Vous avez Marisol Touraine qui est la ministre en France qui n'hésite pas à tweeter, ou en tout cas ses équipes tweetent. Vous avez Jacques Lucas qui est président du Conseil de l'Ordre des médecins qui aussi interagit sur Twitter. Souvent d'ailleurs il est plus facile d'obtenir un rendez-vous, d'interpeller aujourd'hui un médecin, enfin un ministre, pardon, via Twitter que de passer par un protocole classique. Et donc on a toutes ces conversations aussi sur ces sujets qui sont plus les impacts sociétaux et les évolutions de la régulation dans le domaine médical qu'on trouve sur Twitter et qui modifient aussi les rôles des uns et des autres. Alors, on a aussi évidemment des patients. Là, je vais prendre un exemple de quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Jean-Marc Billot, qui est le fondateur en France de l'atelier BNP Paribas, qui historiquement fait de la veille sur toutes les nouvelles technologies. Et en fait, qu'est-ce qui est arrivé à Jean-Marie Billot? Eh bien, il a été amputé d'une jambe et aujourd'hui, son credo, c'est de dire c'est parce qu'il n'y avait pas de communication, c'est parce qu'il n'y avait pas de réseau
que j'ai été amputé d'une jambe. Et donc, il prône évidemment le fait qu'on doit tous échanger autour des réseaux, qu'il doit y avoir des systèmes d'information, qu'il n'y avait pas de système d'information entre le lieu où il se trouvait et l'hôpital. Et il a même trouvé aujourd'hui sa prothèse de jambe en Allemagne, tout seul, sur Internet. Et donc, il raconte toute sa vie de patient maintenant au travers donc, de sa vie de e-patient. Et donc, il fait beaucoup de buzz en France autour de tout ça. Et donc, on est tout à fait dans un cas où, en fait, il trouve la solution, je dirais, à son problème par lui-même sur Internet. Alors, ce qui nous intéresse dans les réseaux sociaux, et c'est là tous les travaux que l'on a menés dans la chaire, c'est évidemment de s'intéresser à qu'est-ce qui explique l'efficacité des réseaux sociaux et l'efficacité de ce type de communication. Et donc, je vais juste aller rapidement sur quelques éléments sur lesquels on a travaillé pendant la chaire. Et donc, évidemment, en santé, dans les campagnes de prévention, ça peut être évidemment très intéressant. D'abord, les réseaux sociaux peuvent être très, très intéressants en communication pour diffuser de l'information, mais ça dépend de plusieurs critères. D'abord, du type de plateforme. Ça ne se passe pas de la même manière sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Deuxièmement, ça dépend du type de contenu, et on sait bien maintenant, aujourd'hui, il y a un certain nombre de recherches qui ont été menées, on sait bien qu'est-ce qui se diffuse et qu'est-ce qui se diffuse moins bien. Ça dépend également de la motivation des internautes qui vont partager l'information. Ça dépend également si, dans le réseau que l'on contacte, eh bien, il y a un certain nombre d'influenceurs, et ça dépend au final aussi des structures de réseau. Donc très rapidement, je vais passer sur ces différents facteurs explicatifs. Premièrement, il ne faut pas oublier qu'un réseau social, c'est derrière un algorithme qui filtre l'information. Le métier de Facebook et le métier de Twitter, c'est de filtrer l'information qui est présentée aux individus. Et donc ça passe par d'un algorithme. Chez Facebook, cet algorithme s'appelle le EdgeRank. Il y a plusieurs critères, je ne vais pas détailler ces critères, des critères d'affinité, des critères de type d'action qu'on fait, est-ce qu'on les fait récemment ou pas. Mais selon, je dirais, cet algorithme, on reçoit plus ou moins des messages de nos amis, ou si on a liké une page, eh bien, on va plus ou moins recevoir l'information de cette page. En moyenne, lorsqu'on crée une page Facebook, lorsqu'une organisation crée une page Facebook, eh bien, si elle a 100 fans, en moyenne, lorsqu'elle met un message sur cette page, il n'y a que 8 fans qui voient exactement ce message, parce que Facebook filtre. Et donc, il faut faire attention. On a, je dirais, ce faux a priori, comme quoi les réseaux seraient un moyen absolument incroyable de toucher plein de gens. Il faut décortiquer comment fonctionnent ces réseaux sociaux, et on sait bien que l'audience est liée à ce filtrage de Facebook. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des milliers, voire des millions de fans, ou des milliers ou des millions de followers pour avoir beaucoup d'audience sur ces réseaux sociaux. Deuxième élément, c'est le type de contenu. Alors là, il y a beaucoup d'études, en particulier des études d'un certain Berger à New York University, qui montrent que si on veut qu'un message se diffuse, eh bien, il faut absolument qu'il ne soit pas neutre. Il faut qu'il soit très positif ou très négatif, mais en tout cas surtout pas neutre, sinon il n'y a aucun effet de viralisation. S'il n'y a aucun effet de viralisation, étant donné que ces réseaux filtrent l'information, on touche très peu de gens. Donc il faut vraiment jouer l'effet de viralisation. Donc il faut un message qui ne soit surtout pas neutre. Et puis il faut évidemment solliciter les émotions. Alors les émotions négatives génèrent beaucoup de viralité, la crainte, l'anxiété, la colère, mais également les émotions positives. Il faut que l'information soit surprenante, qu'elle n'ait pas été diffusée ailleurs. Et on a enfin aussi un certain nombre de motivations. Donc ça, c'est une thèse qui a été soutenue au sein de la chaire. Un certain nombre de métamotivations des internautes qui va entraîner le fait que ces internautes vont viraliser des messages. Et en particulier dans le domaine de la santé, on sait bien que, par exemple, des motivations d'aide, des motivations de réciprocité, des motivations aussi de co-création peuvent expliquer le fait que les gens vont partager des messages de prévention de manière assez forte et vont diffuser l'information. On trouve aussi sur les réseaux sociaux, comme partout, des motivations, je dirais, moins humanistes ou moins altruistes. La motivation de domination est une motivation qu'on retrouve très régulièrement sur les réseaux sociaux.
Et enfin, dernier point, on sait aussi que eh bien, cette viralisation d'informations dans les réseaux, elle dépend de la manière dont les réseaux sont formés. Alors là, ça devient un peu technique, je ne vais pas rentrer dans le détail. On utilise ce qu'on appelle la théorie des graphes, hein, qui est très développée en informatique, qui nous permet eh bien, et des logiciels, comme vous voyez, on utilise un logiciel qui s'appelle GEFI, de visualiser des réseaux et qui permettent de qualifier chaque individu dans les réseaux. Et donc, on peut identifier dans des réseaux si on a des influenceurs ou pas. Aujourd'hui, on arrive à détecter des nœuds qui sont des influenceurs ou pas. Par exemple, dans le domaine de la santé, on sait bien que dans le cadre de l'obésité, eh bien, si on est entouré d'amis sur Facebook qui parlent de cette question et qui sont eux-mêmes touchés par ces problèmes d'obésité, eh bien, on a une probabilité beaucoup plus forte d'évoluer vers aussi ce type de problème. Donc, on voit bien l'influence des pairs. Et on arrive assez bien à mesurer l'influence des pairs sur le comportement des individus. Donc, dernier élément explicatif de la diffusion, c'est la manière dont ces réseaux sont constitués. Si, par exemple, vous êtes au centre du réseau, mais vous êtes suivi par très peu de gens, l'information va très peu circuler. Si, au contraire, vous êtes un nœud qui relie des communautés, eh bien là, on va avoir une propagation très importante de l'information. Donc, dans le domaine de la santé, on a évidemment intérêt à utiliser ces réseaux dans le cadre de propagation, notamment d'informations de prévention. Alors, les réseaux sociaux en santé, c'est aussi tout un tas d'études aujourd'hui qui peuvent être faites sur des problèmes de santé eux-mêmes. Et on sait bien qu'on est aujourd'hui avec les réseaux sociaux des données massives, les gens s'expriment sur ces réseaux. Et je présente très rapidement un magnifique projet de recherche qui est un projet financé par l'ANR en France, qui s'appelle Anamia, fait par des sociologues de Télécom Paris en particulier, et de l'Institut Mintelecom, où en fait ils se sont intéressés à la manière dont les jeunes adolescentes parlaient de leurs problèmes vis-à-vis de l'anémie ou de la boulimie sur les réseaux sociaux. Et donc, ce projet, il y a eu un ouvrage que je vous suggère vraiment de lire derrière, qui est téléchargeable sur le web. Ce projet a montré que, contrairement à ce qu'on peut penser, où en fait il y a dans un certain nombre de pays, et en particulier en France, une volonté de supprimer toutes ces pages qu'on dit qui mettraient en avant ces jeunes adolescentes touchées par ces problématiques, eh bien, on voit bien que c'est pas du tout ce qui se passe. On voit bien qu'on retrouve sur ces pages, eh bien, des adolescentes qui vivent des accompagnements de leur pathologie, qui partagent au sein de ces communautés, qui ont une sociabilité qui est renforcée par ces communautés. Et donc, il y a tout un intérêt à développer des réseaux sociaux qui sont très proches des communautés de patients dans le cadre de ces deux pathologies. Alors, des réseaux sociaux également qui modifient en termes de paradigme ce que dans les secteurs économiques traditionnels on appelle la gestion de relations clients, mais ce qu'on trouve dans le domaine de la santé, la gestion de la relation patient. Et on trouve là des réseaux comme Twitter, par exemple, qui sont très utilisés en santé par des hôpitaux ou des centres de soins ou des cliniques. On voit par exemple là l'exemple de l'hôpital Necker à Paris, qui a développé une page Twitter, comme beaucoup d'hôpitaux en France. Et on est là dans la même situation en santé que ce que fait dans des domaines tout à fait différents des compagnies aériennes ou des sociétés dans le transport qui développent, là vous avez l'exemple d'Air France, aussi des fils Twitter, des pages Twitter dédiées à la relation client. Alors qu'est-ce que ça apporte de nouveau? Ça apporte de nouveau la gestion en temps réel, le fait qu'on est en relation 24/24, et derrière ces pages, il y a ces nouveaux métiers de community management, c'est-à-dire des community managers qui gèrent cette relation, je dirais, entre l'organisme et les clients pour Air France ou les patients pour les hôpitaux. Et on est au début, je dirais, de cette utilisation des réseaux sociaux en santé. Bien évidemment, on peut imaginer tout ce que ça peut donner avec tous les
je dirais, toutes les organisations de type clinique, EHPAD, etc. Donc on a aussi cette relation facilitée entre, je dirais, les lieux de santé et les patients par ces fils Twitter. Alors là, on a parlé essentiellement des réseaux sociaux que j'appelle publics, Facebook, Twitter. Pourquoi on parle beaucoup de ces réseaux sociaux? Eh bien, on parle de ces réseaux sociaux en raison de leur audience. C'est ce que je disais au départ. On sait bien que les réseaux, eh bien, se définissent par la notion d'effet de réseau. Les effets de réseau, c'est bien connu en économie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilité d'un réseau, elle est liée au nombre de participants dans ce réseau. Et donc, plus on a de participants, et plus le réseau est utile. On va sur Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. On va sur Twitter parce que beaucoup de gens sont sur Twitter. Donc, aujourd'hui, ces réseaux captent l'audience. Mais ce que montrent aussi les effets de réseau, c'est qu'il suffit qu'il y ait une nouvelle technologie qui se crée, qui se développe, et que cette technologie prenne, je dirais, arrive à convaincre un certain nombre d'individus, eh bien, on sait bien qu'à chaque évolution technologique, on a des transferts de réseaux, et donc on peut se poser la question aujourd'hui je dirais, de la vie future de Facebook ou de Twitter, par exemple, dans le domaine de la santé, si un certain nombre d'autres réseaux, et j'en ai cité un certain nombre dans ce slide, se développent. Donc là, on est dans une phase en santé où tout se passe pour l'instant, Facebook, Twitter, YouTube et tous les sites de réseaux sociaux de vidéos, mais on voit apparaître des réseaux sociaux dédiés au domaine médical. Donc là, vous avez un réseau collaboratif de cardiologues. Vous avez Doximity, qui est un réseau aujourd'hui américain, qui a levé pas mal de fonds aux États-Unis, qui réunit 500 000 médecins aux États-Unis. Vous avez en France Community, qui est un réseau de professionnels de santé, qui réunit aujourd'hui 69 000 professionnels de santé. Vous voyez que quand je cite ces chiffres, à la fois ils sont importants, à la fois ils sont très faibles relativement à Facebook, Twitter, etc. Donc il faut qu'ils continuent à monter encore en nombre de membres pour acquérir ces effets de réseau dont je parlais tout à l'heure. Et Doctor, qui sont des réseaux sociaux de jeunes médecins. Et puis, vous avez cet exemple d'un réseau social de patients hospitalisés, qui intéresse évidemment les patients, mais qui intéresse aussi beaucoup les professionnels de santé. Donc, on est dans cette phase aujourd'hui actuelle où cet engouement sur les réseaux sociaux publics a entraîné, là aussi dans tous les secteurs, et donc le secteur de la santé, la création de réseaux sociaux dédiés, que ce soit des réseaux sociaux de professionnels de santé, des réseaux sociaux de patients ou des réseaux sociaux entre les deux. Et donc, ces réseaux ne vont faire que se multiplier. L'une des caractéristiques des réseaux et des effets de réseau, c'est qu'il n'y a pas place pour beaucoup de réseaux, dans le sens où on va toujours sur le réseau qui nous apporte le plus d'utilité. Et donc, probablement que parmi tous ces réseaux de professionnels de santé, il y en aura un ou deux qui resteront à terme. Alors, je termine mon exposé en vous parlant d'un rapport sur lequel j'ai travaillé au Conseil national du numérique. Donc, c'est un groupe de 30 experts. On est sollicité par donc indépendant, apolitique, on est sollicité par le gouvernement français sur un certain nombre de grandes questions. Et donc, on a remis un rapport qui s'appelle « La santé bien commune de la société numérique », un rapport sur la e-santé à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, en octobre 2015. Alors, pourquoi on avait intitulé ce rapport « La santé bien commune de la société numérique » Parce qu'on avait posé dans ce rapport le fait que, il y a 3 critères qui font de notre système de santé un bien commun. La notion de bien commun est très développée dans le monde de l'Internet. Premier élément, l'accès au meilleur état de santé possible et la protection de la santé sont des droits fondamentaux pour tout être humain. Deuxièmement, chacun est solidaire du maintien de la qualité de notre environnement de vie et de la pérennité de notre système de santé. Et puis, troisième élément, sa gestion et sa mise en œuvre reposent sur la coopération et responsabilité de l'ensemble des acteurs. Alors, pourquoi je vous parle de ce rapport dans le cadre de mon intervention sur réseaux sociaux et santé? Parce que dans ce rapport, on a émis 15 recommandations, dont l'axe 3, dont je vais surtout parler, qui est le fait que la santé, aujourd'hui, est une santé en réseau.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que on est dans, aujourd'hui, des réseaux qui se créent entre soignants et soignés. C'est-à-dire que ces réseaux sociaux dont on a parlé, Facebook, Twitter, puis ces réseaux d'un côté des professionnels de santé, de l'autre de patients, avec l'histoire des communautés de patients c'est très importante aujourd'hui, avec un impact important dans le domaine de la santé, eh bien, se transforment ou vont se transformer dans le futur en des réseaux qui vont réunir à la fois les patients, à la fois les médecins, à la fois d'autres professionnels de santé, voire des aidants. Et donc, le rôle du médecin dans ces nouveaux réseaux va changer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une coopération, une solidarité renforcée pour un meilleur parcours de soins du patient grâce à ces réseaux qui vont réunir tous ces acteurs. Alors, la place du médecin dans ces nouveaux réseaux, eh bien, il est référent, il est évidemment responsable du traitement de son patient et du suivi du patient, mais il devient un élément de ce continuum de santé. Mais ce continuum de santé et ces nouveaux réseaux ne peuvent se développer que si les professionnels de santé, les patients, s'emparent de ces technologies. Et donc, on a soulevé dans ce rapport un certain nombre de problèmes aujourd'hui dans ce domaine-là, liés au fait que parfois on ne va pas suffisamment dans ces nouvelles pratiques. Et donc derrière toutes ces pratiques autour de ces réseaux, je dirais, élargis, où on aurait des aidants, des patients, des professionnels de santé, eh bien, se posent des questions sur les nouvelles formes de coopération. Donc là, il y a juste un exemple qui est pris sur la question des données. Sur les réseaux sociaux, on est dans beaucoup de données fournies par les patients, parfois. Ils n'imaginent pas les conséquences que peuvent avoir ces données. Il y a des données fournies par les médecins, fournies par des hôpitaux. Comment on fait pour gérer toutes ces interactions entre tous ces acteurs? Eh bien, ça suppose d'une part des technologies de sécurité autour de ces données qui doivent se développer, mais aussi des nouvelles formes de coopération entre tous ces acteurs. Alors, pour terminer, eh bien, il nous semble majeur, alors ça c'est lié aussi aux travaux qu'on a menés au Conseil national du numérique, mais aussi dans la chaire, il nous semble important de souligner, je dirais, le fait que les systèmes de santé, quels que soient les pays, sont aujourd'hui concurrencés. Les systèmes de santé traditionnels sont concurrencés par des acteurs privés qui n'existaient pas il y a 25 ans et qui prennent une importance assez incroyable. C'est ces fameux GAFA, en particulier Google et Apple. On connaît bien les niveaux d'investissement massifs de Google dans le domaine de la santé, avec une filiale qui s'appelle Calico. On connaît le fait que Apple équipe un certain nombre d'hôpitaux américains avec des tablettes, équipe également un certain nombre de patients avec, sur les iPhones, c'est même une application qu'on ne peut pas enlever, une application qui s'appelle HealthKit. Et dans certains États américains, si on ne mesure pas entre deux rendez-vous à l'hôpital un certain nombre de données via cette application, on n'est pas remboursé. Donc, vous voyez que ces acteurs, parfois, ont quand même un impact assez important et en tout cas consacrent beaucoup de recherche, je dirais, au domaine de la santé. Ils n'étaient pas présents sur ce domaine et ils deviennent des acteurs très importants. Et on est dans cet univers des GAFAnomics. On peut élargir aussi à IBM, avec le système aujourd'hui Watson qui est très présent dans un certain nombre d'hôpitaux, en particulier en oncologie. Donc on est avec des acteurs qui aujourd'hui introduisent des technologies qui modifient le lien patient-médecin, qui modifient aussi la manière probablement dont les systèmes de santé fonctionnent. Et pour des raisons que je ne vais pas développer là parce que je n'ai pas le temps, mais pour des raisons essentiellement fiscales, ces acteurs ont acquis une capacité financière absolument incroyable et donc ils mettent des montants en termes de recherche, en termes de rachat que vous avez là de tout un tas de start-up dans plein de domaines, qui est absolument considérable. Et donc ça devient des acteurs majeurs du système de santé. Alors, évidemment, ça peut poser problème effectivement fournir des données de santé ou de développer des services de santé vis-à-vis de ces acteurs privés qui captent, dont les modèles économiques sont sur quand même la captation massive de données.
Alors pour terminer, donc, je n'ai pas le temps de développer cette partie, mais je travaille beaucoup sur ces aspects-là aujourd'hui. Cette question de nouveaux acteurs, d'ubérisation des systèmes de santé, elle pose des problèmes éthiques majeurs aujourd'hui. Vous savez probablement que dans un certain nombre de pays, Google a développé Google finance des universités de la singularité. Dans ces universités de la singularité sont propagées des idées de transhumanisme. Qu'est-ce que sont ces idées de transhumanisme? C'est des idées selon lesquelles, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux, ils affirment que dans 20 ans, on sera capable de vivre 1000 ans. D'accord ? Donc c'est cette idée d'augmenter, de déterminisme technologique, de santé du futur. Et donc pour cela, évidemment, il faut fournir des données d'ADN, des données, il faut faire tout un tas d'expérimentations avec des technologies très intrusives sur l'individu. Donc est-ce qu'on veut aller dans ce sens-là, qui est une évolution des systèmes de santé avec ces acteurs privés, ou est-ce que, eh bien, il ne faut mieux pas préserver nos systèmes de santé, renouveler des formes de solidarité et d'attention, cette éthique du care qu'on défend, avec ces nouveaux réseaux de soignants élargis, des réseaux de soignants, avec des personnels de santé, des médecins, des patients, des aidants, avec évidemment un certain nombre de critères éthiques. Par exemple, en France, on sait bien que les données de santé sont extrêmement protégées et donc on est dans un cadre de régulation extrêmement précis. Et donc, il y a un risque parce que tous ces réseaux, ils, je dirais, mettent en avant et ils rendent public aussi un certain nombre de données qui peuvent être assez impactantes pour nos sociétés et évidemment plus concrètement pour les patients. Voilà, merci de votre attention. Alors merci et bravo. Je peux utiliser le cravate, ça va? Voilà, vous avez entendu la conférence d'une réelle experte, une professionnelle de la santé numérique. Et puis maintenant, vous allez avoir le talk d'un amateur de la santé numérique. Pierre-Yves vous a parlé de mon rôle. Mon rôle est de prévenir les infections dans les hôpitaux. Bienvenue à l'hôpital. Ces infections représentent plus d'un demi-million d'infections chaque jour dans le monde et environ 16 millions de décès chaque année dans le monde. Et puis la prévention de ces infections passe par toute une série d'éléments dont les bonnes pratiques d'hygiène des mains. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à ces pratiques il y a de nombreuses années à Genève, que nous avons effectivement introduit la friction hydroalcoolique qui a petit à petit remplacé l'eau et le savon pour améliorer les pratiques d'hygiène des mains dans les hôpitaux. Cette stratégie a été repérée par l'Organisation mondiale de la santé et en 2005, on m'a demandé d'imaginer, d'universaliser la stratégie. Et aujourd'hui, nous sommes dans plus de 180 pays des 194 des Nations Unies. Et cette stratégie couvre environ 95% de la population mondiale. Et on estime que cette campagne sauve entre 3, 5, voire plus, peut-être même 8 millions de vies par année. Les statistiques, c'est toujours difficile à faire à cette échelle-là et ça n'est pas le propos aujourd'hui. Pour cette campagne, évidemment, il faut pouvoir mobiliser très largement avec toute une série d'outils et je vais y revenir tout à l'heure. Un des outils, c'est par exemple cet outil-là. Alors, évidemment, vous aurez passablement de diapositives en anglais. Ce sont mes 5 moments pour l'hygiène des mains que doivent connaître les médecins, les infirmières, tous les soignants. Et ils doivent finalement pratiquer l'hygiène des mains à ces moments-là. Alors là, vous avez évidemment un poster qu'on a produit au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. C'est traditionnel comme promotion. Évidemment, ce poster, il a été traduit, vous l'imaginez bien, dans toute une série de langages. Alors, vous reconnaissez le poster, mais il a été aussi adapté. Et c'est important, vous allez le voir. Et tout d'un coup, eh bien, Playmobil faisait de la promotion de l'hygiène des mains en Argentine, Olaf en Allemagne, et puis Hello Kitty au Japon. D'accord? Alors, on s'imagine mal Hello Kitty promouvoir l'hygiène des mains à Genève. J'en conviens. Et c'est important. Pourquoi? Parce que c'est une stratégie de changement de comportement. Et j'aime bien utiliser, ça se traduit assez mal en français quand même, c'est adapt to adopt. En d'autres termes, si vous voulez que quelqu'un
adopte une nouvelle stratégie de changement de comportement, ben, il convient de lui laisser l'adopter. Et l'adopter, ça veut dire l'adapter à ses ressources, l'adapter à sa culture, l'adapter à ses instruments, etc., etc. Je peux vous donner toute une série d'exemples. En voici un. Pour ceux que ça intéresse, j'ai donné un TEDx Talk sur le sujet, Adapt to Adopt, et en 15 minutes ou 14 minutes, vous comprendrez un peu plus là-dessus. Mais je vous montre un autre exemple ici. Pour cette campagne, nous avions 2 outils principaux. L'outil de gauche, vos 5 moments pour l'hygiène des mains. Là, on s'adresse aux soignants, hein, ce sont les vôtres. Voilà, ce sont aussi les miennes, puisque accessoirement je suis soignant, mais peu importe, vos 5 moments pour l'hygiène des mains. Et puis, comment vous frictionnez les mains. Alors, ça paraît un peu technique, mais il nous a fallu finalement faire une petite tradition, on y reviendra un petit peu, sur comment s'assurer que nos mains sont propres et qu'elles sont bien recouvertes par la friction hydroalcoolique. Alors, vous voyez ce poster How to Hand Rub, et là, vous vous déplacez, vous êtes dans un endroit extrêmement retiré en Éthiopie. Avouez que vous êtes dans un endroit retiré, et vous allez visiter une clinique locale et vous retrouvez ce poster. Vous voyez, ce poster a été photocopié, il a été colorié, probablement avec des crayons de couleur, il a été traduit dans le dialecte local et puis vous le reconnaissez parfaitement. Donc ça vous parle un tout petit peu sur la divulgation, finalement la promotion, la diffusion de cette campagne, toujours en utilisant des médias relativement traditionnels. Alors, bien sûr, après, certains ont dit, voilà, Didier, on a trouvé une vidéo qui relate une part de l'apogée, entre guillemets, si on peut parler comme ça, de ta carrière, et on m'a donné cette vidéo. Alors, je vais vous la montrer. What's the one piece of advice that your predecessor gave you that worked, that was really useful? Probably 2 useful pieces of advice. The first piece of advice was trust yourself and know that ultimately, regardless of the day-to-day news cycles and the noise, that the American people need their president to succeed, regardless of political party, which I thought was very generous of him. The second piece of advice is always use hand sanitizer, because if you don't, you're going to get a lot of colds because you shake a lot of hands. All right, news you can use. Absolutely. Thanks, Mr. President. Thanks, I enjoyed it. Voilà, bon, alors ça, évidemment, ça aide. J'ai tweeté la petite vidéo le jour où Obama a reçu Trump à la Maison-Blanche, et il a été retweeté. Voilà, c'est une petite anecdote, mais peu importe, c'est important, ça passe dans le traditionnel. Maintenant, évidemment, pour avoir une campagne comme ça que vous maintenez dans le monde entier, les premières années à l'OMS, on avait passablement d'argent. En 2005, 2006, 2007, on avait un budget conséquent pour la campagne, mais on avait un budget de communication qui variait entre 1,5 million et 2 millions de dollars. Et à l'époque, le dollar était raisonnablement du bon dollar. Et donc, voilà, avec ça, on mobilisait entre 1 million et 1,5 million de personnes. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux et on mobilise beaucoup, beaucoup plus, avec beaucoup moins d'argent. Alors, moi, je vous ai dit que j'étais un touriste dans le domaine de la e-santé, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout un professionnel, et la e-santé, comme on l'appelle, c'est toute une série de choses. Je n'ai pas de cabinet, donc je n'ai pas de patients qui viennent en disant « Docteur, j'ai vu sur Wikipédia que… » etc. Donc, je ne peux pas vous en parler, j'entends évidemment mes collègues en parler, je n'utilise pas de robots, par contre, j'ai vu des expériences, etc. Et personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la e-santé. Par contre, j'utilise, vous verrez, certains éléments. Mais évidemment, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aux hôpitaux universitaires de Genève, je dois cette diapositive à Frank Schneider, qui est responsable d'ailleurs de toute cette stratégie aux hôpitaux universitaires de Genève, eh bien, on utilise une Web TV, Dailymotion depuis des années, Facebook, Twitter, vous voyez, depuis les années 2011, LinkedIn, etc., etc. Je vous dis, la pomme ne tombe pas toujours loin de l'arbre, parce qu'en fait, quand vous regardez les hôpitaux du monde qui utilisent ces stratégies, et vous regardez le classement de ces hôpitaux, le numéro 1, vous le connaissez, c'est la Mayo Clinic, le numéro 2, c'est la Cleveland Clinic, ce sont 2 hôpitaux très, très, très connus aux États-Unis et dans le monde, et le numéro 3, c'est les Hughes.
Et pourtant, le marché de communication des deux premiers, eh bien, évidemment, c'est en anglais, alors que le marché de communication des UG, c'est en français. Évidemment, vous avez beaucoup moins de monde qui utilise Twitter, Facebook et les autres médias en français qu'en anglais. Donc, ici, vous avez quelques impressions Facebook, Twitter, pour vous montrer la mobilisation et le changement et la dynamique de cette mobilisation aux UG. Merci encore à Frank Schneider pour ces diapositives. Et puis ici, vous voyez un petit peu le nombre d'abonnés, le nombre de suiveurs, etc., sur toute une série de ces réseaux sociaux. Donc, à Genève, les gens suivent volontiers les réseaux sociaux et l'utilisation des médias sociaux qui sont promus par notre hôpital. Il y a de l'éducation qui est faite à l'hôpital pour entraîner les médecins, les infirmières, les soignants, les personnes qui sont à l'hôpital à finalement fonctionner avec ces réseaux parce que, on le verra, ça peut être extrêmement important. Alors, vous voyez, par exemple, là, il y a une chaîne YouTube, on a même une chaîne YouTube pour notre propre service de manière à informer et à divulguer de l'information. Il y a évidemment un compte Facebook, etc., etc., etc. Et puis, évidemment, des gens qui sont sur Twitter et qui tweetent. Et on va revenir à cet élément-là. Alors, la question qu'on s'est posée et qu'on m'a posée à l'Organisation mondiale de la santé, on m'a dit maintenant il faut utiliser les réseaux sociaux pour plusieurs raisons. D'abord, je vous ai dit qu'on avait entre 1,5 million et 2 millions de francs suisses par année pour faire des campagnes. On engageait Saatchi & Saatchi, on avait des gens qui venaient formidables, des spécialistes de la communication, et on mobilisait entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Et puis petit à petit, on a eu beaucoup moins d'argent, voire plus du tout d'argent, mais on m'a dit mais maintenant il faut mobiliser différemment, il faut utiliser les réseaux sociaux. Je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et on m'a dit, alors je lui ai dit, très bien, on a une campagne qui s'appelle Clean Care is Safer Care. Faites un compte Twitter, Clean Care is Safer Care. On m'a dit, vous n'avez pas compris. Le compte Twitter doit s'appeler Didier Pittet. J'ai dit non. Ça. Donc moi j'étais très contre au début, d'accord ? Non, laissez-moi tranquille. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Et la question que je me suis posée, c'est « Should we use the social media » Est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux ? Ça pose une vraie question. Devons-nous les utiliser dans mon domaine qui s'appelle techniquement le contrôle de l'infection, la prévention de l'infection ? Alors en 2015, voilà ce qu'on a fait. On a fait une campagne parce que chaque année, on est responsable de la journée mondiale de l'hygiène des mains pour laquelle on avait ce million et demi de francs à disposition pour mobiliser le monde entier, les hôpitaux du monde entier, à la bonne pratique de l'hygiène des mains. Et puis tout d'un coup, on a de moins en moins d'argent. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On utilise les réseaux sociaux. Alors vous me direz, ce n'est pas parce qu'on a moins d'argent, c'est parce qu'évidemment, il y avait de l'évolution. Et voilà, en 2015, pour la journée mondiale de l'hygiène des mains, que vous soyez médecin, que vous soyez soignant, ici c'est un infirmier, que vous soyez aide, que vous soyez soignante infirmière, que vous soyez patiente, que vous soyez mère, qui venez à l'hôpital avec votre enfant, on vous demande de promouvoir l'action Safe Hands sur une journée, le 5 mai, et c'était le 5 mai 2015, dans votre propre langage, voilà l'outil qu'on vous forme. Quelle a été l'atteinte ? Combien de personnes on a atteint avec cette campagne ? Alors d'abord, je vous montre des photos. On a un site où les gens peuvent faire la photo, envoyer la photo, etc. On mobilise, comme vous le voyez, très largement, très largement, des pays, des cultures complètement différentes, des patients qui disent « je mérite des soins propres, je mérite des mains qui sont propres », leurs familles qui viennent au lit du patient pour aider les soignants à rappeler ces stratégies et voire même lors de soins à domicile. Ici, vous voyez Marie qui demande des safe hands pour ses grands-parents qui ne sont pas à l'hôpital mais qui ont quelques soins à domicile. Alors, combien est-ce qu'on a mobilisé avec ça ? Eh bien voilà, le Global Reach de 2015 a été, sur une période très restreinte, de pratiquement 55 millions, avec ce qu'on vous a expliqué tout à l'heure, les personnes principales qu'on appelle les influenceurs qui permettent au message de passer, qui sont listés ici, les 10 principaux tweets, retweetés, les tweets par impression, etc. Alors évidemment, là, on est aidé parce que l'Organisation mondiale de la santé qui ne nous donne pas d'argent, par contre, nous donne son soutien et nous donne ses followers, ses suiveurs et nous donne finalement son impact et ça vous explique évidemment ce reach. Vous voyez, ici, on est seulement sur des statistiques Twitter. Pourquoi ? Parce qu'elles sont gratuites. Facebook, il faut payer. Et donc, voilà, on a décidé de prendre Twitter comme indice de suivi. Alors, vous voyez les tweets et vous voyez qu'ils culminent le 5 mai, le jour de la journée mondiale de l'hygiène des mains. En 2016, on a recommencé, mais cette fois-ci, j'avais une petite crainte parce que je me suis dit, on va aller dans une niche.
c'est plus safe hands, tout le monde peut le dire, c'est safe surgical hands. Alors ça va peut-être concerner que les chirurgiens, que les gens qui travaillent au bloc opératoire. Donc voilà, on l'a dit, suivez-nous sur le chemin de la prévention de l'infection et on lance une campagne. Et comme d'habitude, on fait une vidéo chaque année pour promouvoir et on dit Safe Surgical Hands avec des collègues chirurgiens, des amis à travers le monde. Et puis on voit ce que ça donne. Et bien voilà les photos. On a reçu plus de 15 000 photos en quelques jours de plus de 100 pays dans le monde. Et voilà, alors vous les voyez mal et vous ne pouvez pas me dire si vous êtes sur ces photos parce qu'évidemment, elles sont trop petites. Mais voyez, ça se passe dans le monde entier. Ça marche extrêmement bien. La mobilisation générale est très, très, très forte. Vous mobilisez des ministres de santé, vous mobilisez des Africains, vous mobilisez des Asiatiques, vous mobilisez dans le monde entier. Et puis le Global Reach en 2016, c'est-à-dire cette année, était de pratiquement 98 millions. Et je vous rappelle qu'on partait en 2005 de 1 à 2 millions de personnes. Ici, on a 98. Alors, j'en conviens, ce ne sont pas 98 millions de personnes, ce sont des global reach. Ça veut dire si une personne a envoyé 100 tweets, il a été compté 100 fois. Mais peu importe, il y a peu de personnes qui ont envoyé 100 tweets. Et voyez ici les principaux mobilisateurs à travers le monde de cette campagne. Et puis, vous voyez ici le pic du 5 mai, de la journée mondiale de l'hygiène des mains. Donc, vous voyez très bien qu'en matière de marketing, si vous voulez, c'est quelque chose qui est important à bien réaliser. Alors, should we use the social media? Est-ce qu'on doit utiliser ces réseaux sociaux? Moi, la réponse est très claire. Finalement, vous allez me dire, vous n'avez plus le choix. Effectivement, on n'a plus vraiment le choix. Il faut continuer à mobiliser, il faut utiliser ces outils. Il faut savoir qu'ils sont là dans le monde entier. Il faut savoir que les Asiatiques n'aiment pas du tout Twitter parce qu'ils ont beaucoup de peine à écrire. Il faut écrire en anglais parce qu'autrement, ça ne passe pas très bien. Et puis, c'est 140 caractères, c'est plus difficile. Ils préfèrent Facebook, etc., etc. En Chine, évidemment, ils n'ont pas accès à ça. Et en Iran, non plus. En Iran, vous ne pouvez pas utiliser un seul de ces réseaux sociaux. Il y a une petite exception. Voilà certains de mes amis et collègues avec lesquels je travaille régulièrement. Il y a une petite exception, Instagram. Il ne faut pas le dire. Eh bien, quand vous faites un petit truc, quand vous êtes sur place sur Instagram, et évidemment, on a toute une série de followers sur Instagram. Personne ne le sait, mais les Iraniens, on les touche par Instagram. Adapt to adopt. D'accord ? Il faut savoir s'adapter, il faut savoir s'adapter aux ressources, à la culture, à d'autres aspects, comme vous le comprenez bien, et c'est important de bien comprendre ça. Il faut aussi arriver à s'adapter, comme on s'adapte à la vie de tous les jours, on s'adapte aussi aux réseaux sociaux, et puis laisser aussi les gens être créatifs. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de co-creation, co-creativity, et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de tout cela, mais je vais vous montrer cet exemple-là en matière de laisser les gens être créatifs. On a créé notamment l'an dernier, il y a 2 ans, le relais de l'hygiène des mains où les gens se frictionnent en chaîne et ils ont battu des Guinness World Records. Et aujourd'hui, on est dans le Guinness Book des records dans différents endroits dans le monde avec des soignants qui se frictionnent les mains en se passant des flacons d'alcool. On a fait des réseaux de tour du monde avec des torches d'alcool, enfin, etc. J'en passe et des meilleurs. Alors ici, je vous montre une autre action, qui est une action en 2009, Journée mondiale de l'hygiène des mains. Nous avions déjà à Genève des années et des années de campagnes de promotion, j'allais dire dans les dents, si vous me permettez l'expression. Et puis, vous savez que quand vous faites de la mobilisation générale, il arrive des moments où vous rentrez dans une phase qui s'appelle la fatigue de campagne, en anglais campaign fatigue. Et c'est très important parce que les gens, ils commencent à en avoir marre, vous leur répétez toujours le même message. Donc, on s'est dit, comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser? On était en 2009 et on a discuté avec les infirmières de mon équipe et on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une danse de l'hygiène des mains? Alors, c'est une bonne idée, et on avait commencé bien à l'avance à y penser, et puis on a essayé de commencer à imaginer une danse de l'hygiène des mains. Pour vous la faire courte, comme c'était beaucoup plus simple d'apprendre à des danseurs professionnels de se frictionner les mains, plutôt que d'apprendre à mes infirmières à danser, parce qu'elles savent se frictionner les mains. Alors finalement, on a eu la chance d'engager un groupe de danseurs professionnels extrêmement doués, et puis une de mes infirmières est allée leur enseigner les stratégies d'hygiène des mains. Alors je reviens sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a une façon de se frictionner les mains, il y a un geste, hein, vous le connaissez peut-être, vous l'avez peut-être vu, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle, parce que dans cette danse de l'hygiène des mains, ces professionnels que vous voyez déjà là, évidemment, dansaient très bien et se frictionnaient les mains aussi. Alors, cette vidéo, elle a été vue des centaines de milliers de fois
sur YouTube. Alors, ce n'est pas autant que certaines vidéos de Justin Bieber ou des trucs comme ça. Hein. On n'est pas dans le star system. On n'est que dans l'hygiène des mains. Mais enfin, elle a été vue vraiment des centaines de milliers de fois. Alors ça, c'est très bien. Vous allez me dire, très beau succès, like, machin et trucs. Mais ce qui est encore mieux, et ce qui est, à mon avis, le plus formidable, c'est qu'elle a donné l'idée à des hôpitaux dans le monde entier de faire des vidéos de l'hygiène des mains. Et on a vu venir des milliers de vidéos. Certaines de ces vidéos utilisent notre musique et notre danse, et d'autres, comme vous allez le voir, ont rapidement adapté la stratégie. Alors, je vais... Canada. I head to the sink, scrubbing those germs so they hit the street, yeah. Espagne. Are eons better than those used by Semmelweis? Écosse. Voilà, c'était un exemple d'un spread virtuel de la vidéo qui a été refaite des milliers et des milliers de fois. Et évidemment, c'est de la communication digitale ou une forme de communication digitale. Je vous remercie pour votre attention et je me réjouis de répondre à vos questions.